Les yeux dans les yeux, avez-vous un compte à l'étranger? C'est Saint-Martin. Non, pas de compte à l'étranger. Clap. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte? Il a du nez, hein. Alors Tess, qu'est-ce que tu as appris sur la star de notre épisode? Eh bien, aujourd'hui, on va rencontrer Maxime Saint-Martin du château Vieux Gabaret à la Marque. Donc, c'est une exploitation de 7 hectares, si je ne me trompe pas, en AOC au Médoc. Et j'ai découvert que Maxime était aussi un ambassadeur du Médoc. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, mais il est aussi sur les médias, beaucoup. D'accord, ouais. Tu sais, il est très actif aussi dans la profession. C'est l'un de nos administrateurs d'ailleurs. Et donc l'un de nos patrons. Et donc il va falloir être bon. On est toujours bon. Direction La Marque. Yes. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode où on a garé notre wine truck dans la cour du château Vieux Gabaret, car aujourd'hui on est en compagnie de Maxime Saint-Martin. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Ça va? Oui, un peu froid, tu vois, on est en pleine tempête d'hiver, mais c'est bon, on résiste et on y va, comme Exactement. si on allait tailler dans la vigne, tu vois, on est... Les mêmes conditions, non, ça nous montre ce que c'est le métier de vigneron en hiver. Ouais. C'est ça. C'est parti pour la première rubrique, on va aborder la relation au vin, à la vigne, au Médoc. Born to be wine. Donc tu es un enfant du Médoc, oui. Et donc généralement quand on est face à un enfant du Médoc, je lui demande ses souvenirs liés au vin, à la vigne, qu'est-ce qui te revient? Je vais passer pour un alcoolique. Le souvenir pour moi de la vigne et du vin, c'est depuis tout petit de marcher dans les vignes, de marcher dans les chais, d'aller goûter directement à la barrique avec mon grand-père. Mais je précise juste tremper le doigt dans la barrique. Je buvais pas mon verre. Mais voilà, c'est ça. D'être baigné dans l'univers du vin. Ouais. Et du coup, tu as su très vite que tu voulais travailler dans ce métier, quoi. Mais je me suis jamais posé la question. En fait, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours baigné là-dedans, mais voilà, on m'y a pas, quoi. Ça n'a pas été imposé ni rien, mais j'ai toujours baigné là-dedans et c'était pour moi une évidence. C'était même plutôt une chance d'avoir ça dès le départ, quoi, comme une évidence. Alors, tu as un parcours qui est assez atypique au sens où tu as créé ton propre vin dès l'âge de 21 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On a l'exemple là en ce moment de jeunes Médocains qui prennent le temps avant de s'installer, ils vont faire un petit tour, souvent en Nouvelle-Zélande, de regarder un peu le technique, le marketing. Toi, tu as fait un choix qui est hyper courageux, on va dire une formation endogène, vraiment, ton père t'a formé au Médoc. Est-ce que tu regrettes peut-être avec le retour maintenant de te dire j'aurais peut-être pu prendre ce temps ou non, vraiment j'ai pas de regrets? Alors moi dans la vie je suis pas un gars qui regrette. Je me dis que voilà, si t'as fait des erreurs il faut que t'apprennes d'elles, mais ça n'a rien de regretter puisque c'est fait. Non, je le regrette pas parce que se lancer jeune, ça permet aussi d'y aller plein pot. J'ai quand même pu aller faire des vendanges en Afrique du Sud 5 ans ou 4 ans après m'être installé. Donc tu vois, j'ai quand même voyagé après. J'ai pu le faire, je me suis organisé, c'était une organisation différente. En fait, dans ce que tu viens de dire, les deux choses sont bien, c'est-à-dire que démarrer très tôt, c'est un avantage, mais se former aussi à travers le monde, c'est bien aussi. Mais donc je sais pas quel conseil je pourrais donner à un jeune, mais surtout de vivre sa passion. Très bien. Bon, après il faut aussi les conditions pour pouvoir s'installer aussitôt. Mais d'ailleurs on va en parler donc, parce que l'autre particularité c'est que donc, tu gères 2 exploitations, Vieux Gabaret à la Marque et Grave de Pèze, donc à 20 km d'ici, donc sur notre AOC du Médoc. Cette particularité elle vient d'où? Du coup, c'est mon père, il y a 35 ans de ça, qui a fait les 20 km pour aller chercher ma mère. Donc voilà pourquoi moi maintenant je dois les faire en tracteur, tu vois, les 20 km. Mais c'est parce que donc du coup il y a une exploitation ici qui est du côté de mon père et une autre du côté de ma mère. Heureusement qu'il n'est pas allé plus loin du coup, c'est vrai que... Mais c'est ça, en tracteur ça aurait fait long, mais voilà. Et donc ta maman elle est originaire du Cognaquais, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as un cousin qui fait du cognac? Oui, exactement. Okay. Du coup, il y a une petite synergie qui se fait en famille ou des petits échanges? On peut toujours échanger, même si c'est 2 régions complètement différentes, et au niveau commercial et même au niveau technique. Mais oui, on peut toujours échanger. Mais ça prouve bien que, tu vois, dans la famille, quel que soit du côté où on est, je suis vraiment baigné dans cet univers. Au niveau organisation, tu disais, je prends le tracteur, je fais 20 km.
T'as un double matériel, ça se gère comment ça au quotidien? Parce que là aussi on parlait courage de s'installer très tôt, mais il y a courage de gérer ça, 2 exploitations comme ça? Après je pense que ouais, ça vient, tu calcules pas tout, mais donc on a certains matériels qui sont doubles, mais tu vois par exemple les tracteurs ça devient de plus en plus cher, donc non, je fais la route. Donc exactement, du hangar à la marque jusqu'à la première parcelle de notre propriété, c'est 1 heure et 10 minutes, je le sais parfaitement. Ah oui, okay. Allez, et donc après retour. Donc il faut que tu le calcules, quoi. Et c'est pour ça justement que quand j'ai du monde qui vient à la propriété, je leur ai dit prévenez-moi à l'avance, parce que si je suis à l'autre bout en tracteur, je pourrais pas venir vous voir comme ça. Ici donc à la marque au Château Vieux-Gabarré, je crois que tu es sur 7 hectares, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc tu as une référence claire à l'estuaire sur ton étiquette. Le voilà. La Gabarre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet estuaire? Parce que je pense que pour toi, il a quand même une importance. Pour tous les Médocains, il est important. Tout le monde l'appelle la rivière. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est la rivière. Mais ne te pose pas la question. Nous, on appelle ça la rivière. On dit qu'on va voir la rivière. Voilà. Parce que pour resituer par rapport aux gens qui maîtrisent moins le Médoc et le Bordelais, donc c'est la Garonne qui prend sa source en Espagne, dans les Pyrénées, et donc elle vient rejoindre la Dordogne là, au niveau de Bordeaux, et ça forme l'estuaire de la Gironde qui va après se jeter dans l'océan Atlantique. C'est ça. Et donc cette particularité, c'est sûr, il brasse pas mal il y a beaucoup de courant, ça brasse pas mal, l'eau est un peu saumâtre, du coup il y a l'eau salée qui rentre de l'océan, et c'est surtout que c'est une grosse masse d'eau proche du vignoble. C'est ça, en fait la particularité du Médoc sur tous les autres vignobles, c'est qu'on est coincé entre l'océan d'un côté et l'estuaire de l'autre, mais quand on dit coincé, c'est vraiment on est au milieu, et donc ça nous fait ces 2 masses d'eau qui du coup pour l'hiver, on va dire que c'est de l'eau plus chaude, mais voilà, qui vont nous servir de radiateur, et pour l'été, au contraire, ça sera plutôt une clim, puisque ça va... en fait, on va avoir des températures, moins de variations fortes de température. Le point négatif, par contre, c'est qu'on a beaucoup plus d'humidité, puisqu'on a ce climat océanique. C'est un des aspects, en effet, du Médoc, l'humidité. Mais comme tu dis, c'est quand même agréable d'éviter le gel, d'éviter les trop fortes chaleurs, le stress hydrique trop important sur les vignes. Donc c'est aussi là un bénéfice important. Et d'ailleurs tous les grands terroirs du Médoc sont vraiment on disait avant qu'il fallait que les vignes regardent l'estuaire, mais bon c'était le petit dicton, mais voilà, on a la plupart, si on regarde le Médoc, c'est vraiment contre l'estuaire. Après, plus vers l'océan, c'est plutôt les pins. Bon, je rassure tout le monde, il n'y a pas que des bons vins qui regardent l'estuaire, sinon il n'y aurait pas trop, voilà, toutes les vignes... Non, mais je voulais bien dire qu'on était côté estuaire pour pouvoir le préciser. Et ne va pas me déformer. Non, bien sûr. D'ailleurs, donc, pour finir sur cet estuaire, donc, le fait qu'il prenne sa source dans les Pyrénées fait que avec le temps, il a apporté des alluvions du terroir des Pyrénées, et ça crée une particularité donc sur notre sol, qui est un sol qui a été transporté il y a des milliers d'années, et qui crée donc une particularité par rapport aux autres sols. Et on parle des graves pyrénéennes d'ailleurs, et oui, il faut imaginer, mais il y a plusieurs millions d'années, cette eau qui a drainé énormément et qui a constitué nos sols. Oui. Autre particularité propre au Médoc. Puisque par exemple à Blaye en face, il n'y a pas eu cette érosion. Non. D'ailleurs, quand on se met de notre côté, on voit bien la différence de niveau. Nous, le Médoc, c'est très plat. Et c'est même assez bas en altitude. Ici, tu as peut-être senti une petite raréfaction de l'oxygène. On est à peu près à 9 mètres d'altitude. Ouais, j'ai du mal à respirer, je confirme, Jean. Pour les montagnards, voilà, c'est pour eux. Mais effectivement, nous, on est très, très bas. Ouais. Et alors, il y a un autre aspect de l'estuaire, qui n'est pas technique, mais qui est historique. Tu y fais référence sur ton étiquette. La Gabarre, ouais. C'est Gabarre, donc, avec, à l'époque, un commerce vers l'Angleterre. Le commerce fluvial, en fait. Il n'y avait pas les routes et les camions comme on peut avoir maintenant. Donc, ça passait beaucoup plus par la mer. Et donc, en fait, on avait les Gabarres, ces petits bateaux sur lesquels on embarquait les barriques de tous les ports du Médoc. Et qui allaient porter les barriques jusqu'à Bordeaux. Les barriques étaient mises sur des bateaux beaucoup plus gros, et ça allait notamment en Angleterre. Ouais. Et cette idée donc d'appeler Château Vieux-Gabaré, donc c'est venu de quoi exactement ?
Alors, c'est mon grand-père qui a eu l'idée. On a le chemin des gabareilles ou des gabariers, si on le francise, qui traverse le vignoble. En fait, c'est le chemin qu'empruntaient ces matelots pour rouler les barriques du centre du village de la Marque jusqu'au port. Donc, voilà, un petit clin d'œil à l'histoire. D'accord, donc ça voudrait que chaque village qui était au bord de l'estuaire avait un peu son appontement comme ça Oui, c'est ça, son port. Si on regarde, alors maintenant, oui, le port de la Marque, nous on a la chance, il y a le bac qui va jusqu'à Blaye, donc on a un port un peu plus grand, mais autrement, vous allez dans n'importe quel petit village du Médoc, vous avez un minimum sa cale de mise à l'eau qui était un port, mais il ne faut pas s'imaginer le port de plaisance avec les yachts, il faut juste s'imaginer un petit morceau, une petite cale en béton qui permet d'aller sur l'eau après. Et souvent, ces ports sont utilisés pour mettre des petites guinguettes, faire des petites actions locales, moments conviviaux autour des ports du Médoc, quoi. Oui, et les guinguettes, c'est vraiment le truc typique du Médoc, de pouvoir être vraiment le long de l'estuaire. Ouais. On conseille vraiment aux gens, s'ils ont l'occasion, d'essayer, plutôt l'été évidemment. C'est mieux. Mais autrement, l'hiver bien couvert, tu y arriveras aussi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, en tant que Médocain, toi, tu essayes d'en profiter un peu de cet estuaire ou tu l'as sous les yeux tout le temps, tu y penses pas? En fait, on l'a sous les yeux, c'est pas qu'on n'y pense pas. Moi, alors, je vais te dire, je suis émerveillé chaque jour des vendanges. À chaque fois, je me dis, ça fait des années que c'est comme ça. Quand le matin, je m'en vais justement sur l'autre propriété et que je passe le long de l'estuaire, je longe pendant plusieurs kilomètres le long. Et quand on voit le soleil se lever dessus, il y a les carlets de pêche. Je suis émerveillé chaque jour avec ça. Donc les carlets, qui sont un peu une particularité de l'estuaire aussi. Alors il y en a un peu partout, mais oui, là, les carlets de pêche. Donc, des petites cabanes vraiment au bord de l'estuaire qui permettent ils lancent des filets en fait au pied de la cabane, c'est ça? C'est ça, pour pouvoir pêcher. C'est pas toujours très solide, il faut pas que tu aies peur que ça bouge, mais autrement c'est ça. C'est vraiment le truc typique, la petite cabane typique du Médoc. Donc Maxime, tu es un vigneron qui est présent impliqué dans sa profession. Oui. Donc tu es administrateur chez nous, à l'ODG Médoc au Médoc. Mais tu es aussi surtout président d'un classement qui s'appelle les crus artisans, donc on retrouve sur ta bouteille. Je crois que ça fait plus de 10 ans que... Déjà, oui. On se demande, tu as commencé très jeune du coup. Oui, j'ai commencé jeune, ouais. On ne veut pas tous les détails du classement et tout ça, mais est-ce que tu peux nous parler de la notion d'artisan, de ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que quelqu'un qui vient voir un artisan, qu'est-ce qu'il va trouver? C'est très simple, il faut que le propriétaire, que le vigneron soit impliqué dans toutes les tâches du vin, c'est-à-dire la vigne, le vin et la commercialisation, que ça soit un vrai artisan. Voilà. D'accord. Donc toi, tu maîtrises la taille, la vinification, la commercialisation. Oui, il faut être polyvalent, mais même ça fait rire parce qu'elle dit qu'il faut être aussi un petit peu mécano, parce que quand on a un tracteur qui tombe en panne, il faut qu'on arrive à au moins se dépanner sur les petites pannes. Il faut qu'on soit agent commercial, il faut qu'on soit un peu... L'administratif aussi, hein. Je suis bien placé pour savoir qu'on demande pas mal de papiers et tout ça. C'est un des aspects un peu... mais ça, je pense que c'est le pire. Après, chacun aime la partie, mais moi, c'est la partie que j'aime le moins, en tout cas. Bon, du coup, tu es artisan, tu es à tous les niveaux de l'élaboration du vin. Et est-ce que tu es quand même un peu aidé sur 2 exploitations? Comment ça marche? Tu as des gens qui bossent avec toi quand même? Oui, j'ai un employé à l'année, Sébastien, et j'exploite encore un peu mes parents, mais ça c'est normal, quoi. Voilà, ils sont toujours un petit peu un œil dessus, même si forcément il faut aussi laisser le passage de relais, mais tu vois, je prends toujours l'exemple de mon grand-père ici, jusqu'à 93 ans, il allait quand même faire son petit tour des vignes, quoi, parce que, et voilà. C'est la passion ancrée. Oui, c'est ça, tu peux pas, je pense que c'est impossible quand tu l'as fait toute ta vie, tu peux pas laisser ça comme ça, ouais. Et donc Maxime, maintenant, ça va être ton quart d'heure un peu douloureux parce qu'on va passer sur la rubrique Enquête de potin. Balance. Bon Maxime, sur Europe 1, ils t'ont nommé comme un des 30 glorieux en 2016. T'es un peu un vigneron influenceur, t'es pas mal présent dans les médias. Est-ce que tu peux me dire ce que ça fait d'être une star? Rien, tu vois, je reste humble. Non, je suis pas une star. Je me rappelais plus de ce titre, t'as été chercher des trucs. Je suis allée chercher un peu loin, j'ai vu que t'étais présent dans pas mal de trucs. Donc t'as été sur Europe 1, t'es passé sur TV7, il me semble, TF1.
Alors j'ai fait le JT de Jean-Pierre Pernaut, tu vois, je peux dire ça, je pourrais dire ça, j'en suis fier quand même. Bah oui. Oui, je fais quelques petites interventions, ouais. Et en plus, t'es assez à l'aise du coup sur Instagram, on te retrouve. C'est quand même pas toujours qu'on voit des vignerons aussi à l'aise sur Instagram. Ouais, alors après, je me prends pas la tête, mais c'est surtout pour faire rire et voilà, c'est assez humoristique et quoi, voilà, des trucs. Et je montre aussi les galères. En fait, je m'étais aperçu quand je me suis lancé que on montre toujours le beau côté, le château avec la pelouse bien tendue et tout se passe bien. Moi, je montre quand on a un flexible qui pète, quand on a une roue crevée. Voilà, ça fait partie aussi de notre quotidien. Un vrai couteau suisse. Ok. J'ai utilisé la carte Appel à un ami. Et même si je savais déjà que tu tenais pas mal à ne pas tâcher tes barriques, il paraît que tu es encore plus minutieux que ça et que tu vas jusqu'à bien vérifier que tu mets pas une seule goutte à côté. Est-ce que tu serais pas un petit peu maniaque dans ton chai ? Oui, oui, j'aime pas, mais bon après, voilà, chacun ses défauts. Oui, je nettoie tout ça. Ouais. La plupart mettent du lit de vin au milieu de la barrique et ils s'embêtent pas, ça tombe. Et justement, j'avais un oncle qui me disait oui, mais ça c'est ceux qui savent pas travailler, ils en mettent partout et ça se voit pas. Et donc du coup, je pense que j'ai dû être élevé comme ça et donc j'essaie de. Mais bon, ça, c'est quoi ? Le problème, on fait du vin rouge et donc ça tâche. Donc il faut faire attention. Oh, carré. Et puis il faut surtout pas gâcher du vin, il vaut mieux le laisser dans la barrique qu'à l'extérieur. Ok, pour finir, sache que cette carte Appel à un ami, elle m'est revenue. Et un certain Antoine Gisto me fait te demander où tu en es sur la distribution de ces bouteilles de la cuvée du cœur. En tout cas, c'est un très beau projet. Et est-ce que tu serais capable de nous en parler ? Est-ce que tu le soutiens, etc. Bien sûr, c'est un très gros, très beau projet pour les enfants hospitalisés de maladies cardiaques. Ils ont le projet de démarrer en 2026, je crois, une maison à l'hôpital Olévêque pour les familles de ces enfants qui sont hospitalisés. Et donc, oui, il a créé une cuvée qui s'appelle la cuvée du cœur avec l'association Les Liens du Cœur. Et donc, oui, je soutiens. Et donc, effectivement, je dois faire un post sur sa bouteille. Et ben, tu vois, j'en profite pour en parler. Voilà. Ok, bah super. Moi, j'ai posé toutes mes petites questions. Donc, merci beaucoup de m'avoir répondu. Ok, merci Tessa. On va pouvoir passer à la rubrique En vrac. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Des questions qui s'enchaînent, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc ma première question, on va parler de la marque un peu. En tant que, comment on dit d'ailleurs, le gentilé de la marque ? La marquée. La marquée. En tant que la marquée, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de venir faire à la marque ? Déjà de venir me voir au Château Vieux Gabaret, ça c'est voilà l'incontournable. La marque c'est assez central dans le Médoc, donc ça peut être un lieu de résidence pour les vacances qui est assez bien parce que tu es à 45 minutes des plages, tu es à même pas 1 heure de Bordeaux, si tu veux faire, et tu es au milieu des vignes. Qu'est-ce que je conseille ? Donc, à part venir me voir, on a donc le port de la marque et on a aussi le dôme de l'église où on a un magnifique point panoramique et qui, en plus, donc c'est le point le plus haut visitable du Médoc et on arrive vraiment à voir l'estuaire, les vignes, les pins, donc on voit quand même pas les plages, mais au moins ça permet de bien comprendre comment... Tu peux monter tout en haut du dôme ? Oui, on peut monter tout en haut du dôme pour pouvoir visiter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est tenu par une association, les Amis de l'Église. Et voilà, du coup, on peut y aller. Voilà, vous pouvez faire les deux, donc venez voir Maxime et vous allez monter au dôme pour voir tout ça. Tu parlais du port, qu'est-ce qu'il y a ce bac donc ? Oui, qui fait la navette du coup des deux rives puisqu'il n'y a pas de pont qui franchit l'estuaire, donc on prend des bacs, donc c'est soit tout à fait en haut du Médoc au Verdon et autrement chez nous pour aller sur Blaye. D'ailleurs, on peut conseiller ça pour éviter les bouchons de Bordeaux, hein, c'est plus agréable de passer un peu de temps sur le bac. Débarquer, d'aller voir Maxime et de poursuivre sa route. Quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce bac donc, va à la citadelle de Blaye. Oui. Puisqu'en fait, il y a un fort Pâté, la citadelle de Blaye, et le fort Médoc, qui est donc... à Tussac, juste à côté. Ouais, c'est juste c'est vraiment un kilomètre de chez nous. Et qui est donc des anciennes fortifications. De Vauban, oui. Voilà, du 17e, si je ne dis pas de bêtises. C'est visitable, tout ça. Oui, c'est ça. Et donc on fait un bond dans le passé. Toujours pareil, on va voir le fort et puis on vient voir Maxime. Voilà, c'est ça, vous avez de quoi faire autour, il n'y a pas de souci. J'ai envie maintenant de te parler des petits clichés que vous pouvez avoir sur le Médoc. Est-ce qu'il y en a un qui t'énerve des fois, que les gens te disent ou...
Non, on va pas rentrer sur ce débat. Je vais me mettre en colère. Oui, non. Vas-y, dis-moi. Non, est-ce que tu as quelque chose qui te revient encore sur des vieilles images du Médoc le Médocain est réputé comme étant un petit peu refermé sur lui-même, peu ouvert aux autres, quoi. Alors que c'est totalement faux. Le Médoc, c'est une terre d'accueil. Totalement. Oui, depuis toujours, il y a un brassage de culture dans le Médoc, mais c'est vrai qu'on a toujours eu ce truc d'avoir cette image de renfermé. Mais je pense aussi, mais voilà, en fait, c'est une presqu'île quand même, le Médoc, donc forcément, quand on se promène l'hiver dans le Médoc et que c'est un petit peu la tempête comme aujourd'hui, oui, c'est pas hyper vivant, mais par contre, tout le monde est accueillant, chaleureux, voilà. Notamment dans les châteaux, sachez-le. Tes grands-parents donc tenaient la boulangerie, donc c'est parce que tu es issu d'une famille de boulangers. Tu as fait le choix de vigneron. Ouais. Ton arrière-grand-père était boulanger, a commencé à prendre des vignes, ce qui a déclenché un peu la passion de toute la famille derrière. Du coup, en gros, la famille, tu me dis, mais je comprends, soit c'est des boulangers, soit c'est des vignerons, en gros, c'est ça? C'est quasiment ça, même si maintenant la boulangerie n'est plus dans la famille, mais oui, pendant presque un siècle, ça a été ça. En gros, ce qu'il faut comprendre pour l'arrière-grand-père, c'est que il était boulanger, mais par tradition, tout le monde avait ses quelques rangs de vignes pour se faire. Tout le monde dans le Médoc se faisait son vin, mais même si on regarde, c'est partout en France où on se faisait un petit peu de vin. Et après, en fait, mon grand-père, sa grande passion, c'était la vigne. Sauf que quand tu étais le fils unique en plus du boulanger, à l'époque, alors là, tu n'avais pas le choix, tu devenais boulanger. Donc lui, il faisait le pain la nuit et la journée, il faisait la vigne. Et après, effectivement, mon père, il a eu un petit peu plus de chance parce que le frère aîné a pris la boulangerie, donc il a pu faire le vin, la vigne, et puis moi, j'ai repris tout naturellement. Est-ce que tu penses que tu aurais fait un bon boulanger? Je pense, parce que, mine de rien, j'ai été aussi beaucoup, je me rappelle quand je faisais les croissants avec mon grand-père, ou les gâteaux des rois, les gâteaux briochés, bien sûr, puisque nous, les gâteaux des rois, c'est brioché dans le sud. Mais je pense que ça aurait pu me prendre, parce que c'est aussi une histoire de passion et de créer quelque chose, un petit peu comme le vin. Alors Sabine, dernier épisode, nous a parlé des poireaux sauvages, des pouraganes, donc en médocain, on va dire. Est-ce que tu aurais un autre mot médocain à nous apprendre? Moi, tu vois, je suis un petit peu plus festif, donc je vais te parler de l'aukat. L'aukat, qu'est-ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? C'est la gerbode, en fait, c'est le repas de fin des vendanges, mais c'est vrai que dans le Médoc, on appelle ça l'aukat. D'accord. Je ne sais pas les plaies. C'est le principe de se retrouver donc après les vendanges, oui, un petit moment festif. C'est ça. En fait, tous ceux qui t'ont aidé ou qui ont travaillé viennent manger et faire la fête. C'est toujours une tradition assez forte dans le Médoc? Ouais, je pense que quand même, alors forcément, il y a de moins en moins de vendanges manuelles et un peu plus à la machine. Donc, faire la fête avec la machine, c'est un peu moins facile, mais tu as toujours du monde au chai ou quand même à la vigne parce qu'il faut rouler les tracteurs et tout ça. Donc, on va dire que les fêtes dans ces endroits-là sont moins grands, mais forcément, je pense que ça se maintient toujours. Le vin, c'est toujours quelque chose de convivial. En tout cas, notre univers. Donc, toujours des bons repas. Nouvelle question, Maxime. Tu es administrateur donc au sein des AOC Médoc au Médoc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle particulier de vigneron administrateur? C'est pour faire marcher un petit peu cet organisme de défense et de gestion, cette association. Donc en fait, c'est à la partie vraiment pure avec les cahiers techniques. Donc on est plusieurs vignerons élus par les autres vignerons. On doit les représenter. Ouais, c'est une grande association en fait. Oui, c'est ça. Puis ça regroupe tous les vignerons en plus de nos 3 AOC, Médoc au Médoc, Listrac. Et donc on doit défendre toute la partie technique. Et on a aussi un regard sur la partie com qui te concerne un peu plus, et donc avec la concrétisation par exemple de ce wine truck, de ces podcasts, en fait on doit défendre l'appellation et aussi la promouvoir. Très bien, et c'est très important, et c'est vrai que c'est un rôle qui est pas facile forcément, il faut s'investir, il faut prendre le temps de venir aux réunions. Mais ça demande énormément de temps, mais si on le fait pas, il y a personne qui... il faut bien qu'il y en ait qui le fassent pour pouvoir promouvoir et défendre nos appellations. Ouais.
Et j'en profite pour donc remercier les administrateurs de nous laisser vraiment ce ton de parole, ces moyens aussi de pouvoir travailler et de pouvoir faire ce genre de format. C'est grâce à vous aussi qu'on peut le faire et qu'on se sent libre de pouvoir avoir un ton assez léger et assez moderne. Donc merci beaucoup. Allez, dernière question. Si je te dis Joséphine Berry, tu me dis quoi ? Oui, si tu me dis Joséphine Berry, je te dis que c'est ma Joséphine, voilà, avec qui on a fait une cuvée, une rencontre au top. Le concept c'était d'associer une célébrité à un vigneron, et donc moi j'ai pu faire une cuvée avec Joséphine Berry, et donc on a pu aller jusqu'au bout. C'était millésime 2020, et voilà, c'était une super rencontre et un super projet. Ouais. Elle a été, tu l'as senti vraiment impliquée, passionnée par ce monde-là, ouais. Oui, vraiment, elle a adoré, et moi aussi, c'était vraiment une très bonne rencontre. Et du coup, elle est venue ici pour apprendre à faire du vin, et moi, j'ai pu aller la voir jouer à Paris, au Théâtre du Splendide, donc en plus qui est chargé d'histoire. Donc c'était plutôt bien d'avoir fait un petit peu cet échange et tout ça. Ouais, non, c'est vraiment top. Ouais. D'accord, c'était pas juste une action comme ça, là. Non, c'est un vrai échange. C'est ça, tout le monde peut penser que c'était juste une action prédéfinie et point. Non, l'amitié a perduré, et donc on se côtoie toujours, et c'est plutôt bien. Voilà. Et c'est on la salue quand elle regardera ce podcast. Oui, voilà, mais c'est une très belle personne. Voilà. Donc je lui fais coucou. Très bien. On arrive maintenant à la rubrique, on va dire la plus importante, puisqu'on est sur la dégustation du vin avec Test Wine. Stop goût en place, je suis prête à en découdre. J'apprends encore, hein. Oui, je vois. J'ai pas l'habitude, moi. Tire, tac, voilà. Bon, me revoilà. C'est reparti pour se prêter au jeu de la dégustation. Je n'y connais toujours pas grand-chose au monde du vin, mais maintenant je connais au moins l'exercice. J'ai laissé de côté mes a priori, par contre j'ai toujours avec moi mon côté simplet de Blanche-Neige et les ciseaux de nain. Mais pas d'inquiétude cette fois-ci. Après tout, j'ai pris de la bouteille. Le débouchonnage n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Je largue donc les amarres pour débuter mon périple gustatif. J'ouvre une bouteille de vieux gabaret millésime 2022, sur laquelle apparaît, dans un style très épuré, une gabarre. Cette étiquette, pour moi, c'est une invitation au voyage. J'embarque donc dans l'univers de Maxime, qui sera mon timonier. Après tout, c'est bien lui qui a tenu la barre pour donner une direction claire à son vin. Moi, je serai son mousse, et je vais apprendre à ses côtés. Mais tout d'abord, je vais me laisser voguer sur les effluves de ce cru, car, à peine servi, je peux déjà sentir son doux parfum. J'ai l'impression de retrouver des parfums de vanille et de plusieurs fruits que j'avoue ne pas encore pouvoir nommer. Mais je peux dire que cette odeur couplée à sa belle couleur me donne envie de plonger dans mon verre comme Obélix dans la marmite. Je me dis que j'ai le vent en poupe aujourd'hui, je sens que je vais passer un bon moment, alors dégustons. Et c'est qu'il y en a des choses à dire. D'abord, niveau réaction, c'est le devant de ma langue qui va s'éveiller avec un petit élan de fraîcheur, puis le milieu va être tapissé. Arrive un côté boisé, maîtrisé, qui se marie plutôt bien avec l'acidité que j'ai l'impression de ressentir. En fait, j'ai aussi l'impression que ce vin est à l'équilibre sur les sensations. On ressent les tanins, si je me trompe pas, l'acidité, mais aussi un côté fruité et enfin l'alcool. Et tous ces aspects, ils communiquent bien en bouche et ne prennent pas le dessus les uns sur les autres, ce qui laisse une longueur toute particulière. Il est agréable de déguster ce vin, et je me vois bien l'accompagner d'un bon repas. On peut peut-être dire que c'est un Titanic, mais plutôt en mode croisière sur l'estuaire, ne t'inquiète pas, capitaine. Je comprends mieux pourquoi une fois t'as dit en interview que ton vin, si c'était une chanson, ce serait Bittersweet Symphony. Littéralement la symphonie aigre-douce, parce que je te rejoins sur cet avis. À la fois puissant et gourmand, le vieux gabaret est une belle découverte pour moi. Alors Maxime, à la lumière de cette chronique, est-ce que tu penses que je suis arrivée à bon port ou est-ce que je dois mettre les voiles ? En tout cas, j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus sur cette bouteille. Bravo pour cette dégustation au top. Merci. Tu nous as embarqué sur la gabarre. Là, j'y étais. Voilà, On est parti en voyage. C'est ça. Sur l'estuaire, hein, par contre. Le voyage, il est. Mais c'est très beau aussi. Ce beau boisé, là, comment tu l'obtiens ? Alors ça c'est la barrique, oui, tu vois, elles sont sur les gabarres, mais avant elles sont dans le chai. Tu vois, dans ce que tu as dit, la finesse, c'est vrai que dans ma façon de faire les vins, c'est d'avoir le bel équilibre et donc que tous les arômes arrivent en finesse. Et donc on a des arômes de boisé, mais qui sont pas trop présents, juste là. Ça vient de l'élevage en barrique, avec des barriques neuves. Et donc il faut arriver à bien doser pour avoir ce goût du bois, mais pas trop, parce que justement moi ce que je veux c'est que ça soit juste en équilibre.
Qu'avec des barriques neuves, tu arrives à vraiment pas trop avoir d'impact sur le bois? Alors non, c'est pas du 100% barrique neuve, hein, c'est juste là on doit avoir entre 20 et 25% suivant les millésimes. Justement en fait, c'est le vigneron qui décide avant, quand on a le vin tout jeune, de savoir s'il va encaisser ou pas ce bois, puisque ce qu'on veut faire, c'est des vins qui puissent se boire quand même assez vite. Tu vois, là, en 2022, il est assez jeune, il peut déjà se boire. Et donc, il ne faut pas non plus trop le marquer. La barrique, elle aide justement, mais il faut pas qu'elle marque et qu'elle prenne le pas sur le vin. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà si j'avais raison sur la vanille pourquoi je l'ai au nez? Eh bien, ça, c'est justement le boisé qui va te le mettre en valeur un peu plus. Donc non, mais tu t'es bien débrouillé. C'est bien. C'est vrai, merci. T'as des bons points, là. Et du coup, je crois que tu nous avais dit une fois qu'il y avait 2 bois différents dans ton chai? Alors oui, parce qu'en fait, c'est pas le bois, c'est du chêne, quoi qu'il arrive. Par contre, il peut y avoir plusieurs origines de bois. En fait, en tout, on a 3 origines de bois possibles. C'est chêne français, chêne d'Europe de l'Est ou chêne américain. Après, c'est au choix du vigneron. Bien sûr, c'est pas parce qu'on est chauvin, mais la meilleure essence de bois, quoi, la meilleure région, c'est la France. Mais c'est pas parce qu'on est chauvin, c'est parce que c'est celui qui a la croissance la plus lente, et donc il va avoir les tanins les plus fins après à conférer au vin. Et donc après, pour notre part, on a aussi un petit peu de chêne américain qui apporte cette complexité au bout, voilà, sur la dégustation. Ok, merci. Merci Tessa, bravo pour ta rubrique. Donc Maxime, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire pour les gens où on peut retrouver tes vins, comment on peut venir à ta rencontre? Alors déjà, retrouver mes vins partout en France chez des cavistes. Voilà, j'ai pas mal de cavistes qui distribuent mes vins. Donc, à se retrouver. Peuvent t'envoyer un petit message sur Instagram pour je suis là, où c'est que je pourrais aller trouver le vin. Exactement, et je leur dirai. Oui, tout à fait. Bon, parfait. Donc, alors l'Instagram justement. Maxime Saint-Martin. Maxime Saint-Martin, tout simplement. Et autrement, de venir me voir sur place ici à la marque. Alors, en prévenant, parce qu'on a bien compris que c'était que je pouvais être occupé à la vigne ou quoi, donc juste 1h10 de tracteur, rappelez-vous. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je peux pas arriver de suite et donc juste en prévenant un petit peu avant, un petit appel, un SMS, un message sur Insta, il y a pas de souci. Ouais. Et autrement, on peut aussi se voir l'été. Généralement, c'est fin juillet, début août, pendant nos portes ouvertes. Et donc là, vous savez que vous avez un week-end entier, vous pouvez venir. Je suis là, je suis pas en tracteur et je vous attends. Donc ça, c'est festif, j'imagine, convivial. C'est sur inscription ? Alors non, c'est pas sur l'inscription, c'est entrée libre. Alors oui, c'est festif, mais on est resté sur vraiment aller à la rencontre du vigneron et donc juste échanger avec le vigneron. Voilà, il n'y a pas d'autres animations plus que ça, mais c'est vraiment découvrir. Un moment d'échange. Oui, c'est ça. C'est ça. La découverte du vin aussi, j'imagine. Oui, revenir juste à l'origine même, parler avec le vigneron et découvrir ses vins. Voilà, le truc le plus simple. Tout ça, les gens ils pourront le trouver sur ton Instagram au moment quand tu sauras la date. C'est ça. Donc, c'est la fin, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. En attendant, vous pouvez aller checker nos réseaux sociaux sur @medoc_au-médoc. On a plein de contenus qui pourraient vous plaire, je n'en doute pas. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires sur la vidéo ou sur les podcasts audio. Merci encore Maxime pour cet accueil et à très bientôt. À bientôt. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler quand vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit.